Bonjour, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Bravo, quel succès. Et donc, oui, effectivement, donc je suis architecte. Et le thème de ce que je voulais vous montrer, c'était en fait que Human 2.0, je ne sais pas encore très bien ce que ça veut dire, enfin, c'est une période de transition. Et donc on peut se demander ce que va devenir peut-être Human 3.0. Et en même temps, ce que je voulais vous dire aussi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que le territoire du réel et le territoire du virtuel ont-ils à un certain moment un conflit, ou bien est-ce que ce sont deux territoires qui peuvent se croiser? Pour un architecte, c'est important, parce qu'un architecte, finalement, le premier outil qu'il utilise, c'est une pelle, et la pelle, c'est pas nous qui l'avons inventée. Et donc, je pense que c'est important d'arriver à faire la connexion entre les deux. Je vous présente une première image ici, c'est pas loin d'ici, c'est la reconstruction du centre d'Andenne. Et donc on voit tout de suite que dans une reconstruction d'une collectivité, le réseau s'installe. Le réseau s'installe et le réseau s'installe avec diverses activités, les activités humaines en fait. Les activités humaines qui n'ont pas changé, des activités humaines qui sont le commerce, mais le commerce dans le sens étymologique du terme, puisque en français, commerce, ça veut d'abord dire échange. Après, c'est devenu échange économique, mais c'est d'abord échange. Et donc, vous voyez que quand on reconstruit ou quand on collabore à la reconstruction d'une ville, au retissage d'un tissu urbain, eh bien, le premier souci qu'on a, c'est d'arriver de façon chirurgicale presque, à reconstruire un tissu qui avait été un petit peu malmené par les années. Et pour nous, c'était important de montrer que c'était quelque chose qui, d'abord, était multiple. Donc, comme vous pouvez le voir sur la dia, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs actions. Et puis, l'important aussi, c'est le flux. Et le flux, qu'il soit sur le territoire du réel ou qu'il soit sur le territoire du virtuel, ça reste le flux. Mais le flux est quelque chose qui, en fait l'échange humain. Et pour nous, c'était important d'arriver à ce qu'à un certain moment, cet échange, ce flux, puisse être reconstruit, amélioré. Et si jamais vous avez l'occasion, comme je vous dis, c'est à 30 km d'ici, allez voir et puis dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'on se nourrit toujours du regard des autres. C'est aussi un réseau. Et donc on se nourrit du regard des autres, et pour nous c'est important de savoir si, quand on a osé quelque chose, ou quand on a tenté quelque chose avec des partenaires qui sont publics, qui sont privés, si ça plaît, si ça réussit, si c'est quelque chose qui a abouti, je pense que c'est important que nous le sachions. Je pense que c'est important aussi de dire que le réseau virtuel a quand même ses limites. Le réseau virtuel a ses limites parce que, par exemple, on nous a toujours dit, on fait par exemple des complexes commerciaux. On nous a toujours dit, oui, mais enfin, est-ce qu'on fait encore des complexes commerciaux? D'abord, on les fait différents parce que ça devient des complexes qui ne sont pas seulement des complexes commerciaux, mais où il y a de la culture, où il y a du sport, où il y a des espaces à vivre, voilà. Est-ce que l'e-commerce, le réseau virtuel, est en concurrence avec ce que nous connaissons ou ce que nous essayons de faire évoluer? Et je pense que non. Je pense que c'est un complément. Je pense que, et c'est pour ça qu'on a mis ces images-là, on ne choisit pas un parfum par Internet. C'est impossible. C'est impossible. Il faut à un certain moment qu'il y ait ce plaisir charnel, ce plaisir physique du choix. Et ça, le virtuel ne peut pas le modifier. On ne choisit pas des ingrédients pour faire un repas sans pouvoir sentir si le melon est mûr, sans pouvoir sentir si la tomate est bien ferme et bien juteuse. Je pense que ce sont des choses qui continuent à exister. Imaginez un repas à distance, où est la convivialité? Il nous semble en tout cas que c'est quelque chose qui à un certain moment a ses limites. Et c'est important de se comprendre. À ses limites, regardez, voilà, un repas qui se passe comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit un repas. Alors, je préfère finalement revenir. Cette image-là est plus juste que la suivante, parce qu'en fait, là, on se demande pourquoi les gens sont réunis, en fait. Peut-être qu'ils se parlent d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont en train de converser. Mais voilà, il y a cette distance entre le lieu, la racine et la communication. Et vous avez tous connu ce genre de réunion complètement désagréable
où quand on est en réunion pour un projet, ben, tout le monde a son ordinateur et son iPhone ou son smartphone. Et puis pour finir, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'on entretient la conversation, les gars? Parce que y a là quand même une distorsion. Et je pense que justement, on doit dépasser ça. Et c'est à nous d'apprendre à dépasser ça. Je pense que c'est à nous d'apprendre à dépasser ça et à recréer des lieux qui sont des lieux de convivialité, parce que les gens ont toujours besoin, à un certain moment, de lieux d'identification collective. On a pris là quelques images, certains d'entre vous connus ou pas, mais il est quand même étonnant de voir que, et là il y a conjonction, c'est que quand on annonce la vente des billets pour l'événement dont je ne vais plus me souvenir de nom, aidez-moi, les 180 000 personnes qui se réunissent en 3 jours. Tomorrowland, bravo, ouais, vous pouvez avancer d'un rang. Donc, Tomorrowland, 1 heure, mais pourquoi faire 1 heure pour se réunir à 180 000 personnes au même endroit, pour célébrer quelque chose, pour être dans le même lieu. Et donc, c'est très très important ça. On peut regarder tous les matchs de foot qu'on veut à la télé, mais tous. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les stades. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les stades qui célébraient un moment de plaisir, un moment de convivialité. J'ai repris aussi, là, au-dessus, à droite, une image, une place qui a complètement changé à Bruxelles, pour ceux qui connaissent Bruxelles, c'est la place de la Bourse. La place de la Bourse, c'est notre petite place de la République. C'est-à-dire que depuis que ce fameux piétonnier dont tout le monde discute, dont tout le monde a une idée, eh bien, a créé de la place de la Bourse un espace de collectivité. Et les gens s'y réunissent comment? Par les réseaux sociaux. Donc, ils s'envoient les messages en disant telle heure, tel jour, il y a une manifestation sur la place de la Bourse pour telle ou telle expression d'émotion, qu'elle soit positive, qu'elle soit de douleur, mais ça se passe toujours comme ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette complémentarité des réseaux. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on reste des mammifères. On reste des mammifères. Hein, cette image-là la montre bien. Depuis longtemps, on reste des mammifères. Et les mammifères, il n'y a rien à faire, il y a un côté tactile. Et ce côté tactile, je pense qu'il est important de le conserver, même que ça soit Human 2.0, Human 3.0. À un certain moment, nous sommes des mammifères et nous devons le rester. Et ces mammifères, en fait, nous apprennent des choses. Nous apprennent notamment l'intelligence collective. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, pour certains d'entre vous, l'occasion d'aller dans des réserves ici. C'est une photo du Serengeti. On voit, à un certain moment, au moment des transhumances, les troupeaux de gnous et de zèbres qui traversent des gués. Et si vous regardez bien l'image, vous voyez qu'il y a les crocodiles qui les attendent. Donc, vous avez les zèbres et les gnous qui traversent, et vous avez les crocodiles qui attendent, en se disant, on ne sait jamais. Et alors, ils avancent tout doucement, tout doucement, tout doucement, et à un certain moment, il faudrait presque une animation, vous vous rendez compte que ces troupeaux s'arrêtent. L'air de dire aux crocodiles, non, non, ça, c'est pas du jeu, là, vous êtes trop près. Et donc ça s'arrête, et il y a des connexions qui se font. Une maman gnou ou une maman zèbre au milieu de 10 000 zèbres reconnaît le son de son enfant qui est en détresse. Il faut le savoir. Donc ça reste. Ça reste, il n'y a rien à faire. La dimension humaine reste, la dimension mammifère reste. Nous sommes des mammifères peut-être un peu plus intelligents. Enfin, c'est la prétention qu'on en a. C'est pas sûr que ça soit vrai. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que, déduit de ça, il y a une intelligence collective qui s'installe. Cette intelligence collective, elle forme le réseau. Et ce réseau, l'architecte étant un traducteur d'ambition, eh bien l'architecte doit montrer comment est-ce que ce réseau peut s'exprimer en 3 dimensions sur le territoire collectif. Nous pensons que ça, c'est important. Et alors, il y a des moyens. C'est de l'architecture. Hein. Donc, c'est de l'architecture, c'est pas de la construction. C'est de la différence entre l'architecture et la construction, sans mettre de hiérarchie. La construction, c'est comment est-ce que je dirais, franchir une portée, c'est à un certain moment couvrir un volume. Et puis l'architecte que je suis, que nous sommes, que sont mes amis, nous utilisons ces moyens pour dire. L'architecture est un langage, l'architecture dit des choses. Donc utilise des moyens, et nous sommes dans cette espèce de difficulté, ou en tout cas de plaisir peut-être, entre les sciences humaines et les sciences exactes.
nous traduisons des valeurs de sciences humaines avec des moyens de sciences exactes. Il y a une nouvelle faculté d'architecture à l'ULB depuis 5 ans. Ça a été une conversation dithyrambique pour savoir si on nous versait dans les sciences humaines ou si on nous versait dans les sciences exactes. Pour finir, on a pris une décision, enfin l'ULB a pris une décision chère aux shootistes qui fait qu'on est un petit peu indépendant et ça nous convient assez bien parce qu'on a autant d'amis en sciences humaines que d'amis en sciences exactes qui nous soutiennent dans nos propos. Et cette manière de faire, ce réseau, eh bien, c'est celui que nous utilisons aussi chez Art & Build. Chez Art & Build, nous avons un réseau, nous insistons sur l'intelligence collective qui fait qu'il n'y a pas une vérité. D'abord, il n'y a pas de vérité, mais il n'y a pas une vérité, certainement, et que donc c'est simplement l'approche de la vérité qui est cette espèce de challenge quotidien qui nous anime avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des collaborateurs d'Art & Build. Je pense que c'est une philosophie qui, pour nous, est très, très importante et on tenait à en parler. Je continue sur la même image. C'est le dernier projet sur lequel nous sommes occupés, qui est un centre que nous appelons un centre d'expérience, mais bon, la base économique et commerciale, c'est un centre à Barcelone, où nous essayons de montrer qu'il y a à la fois cette possibilité de montrer que nous travaillons en réseau, mais que nous sommes ancrés dans le sol. Et que les deux éléments, les deux figures sont importantes quand on montre une architecture. De nouveau, vous voyez qu'il y a une multiplicité d'activités, donc le réseau s'installe. Le réseau s'installe pas seulement sur le lieu, le réseau s'installe aussi dans la ville. Nous avons la chance inouïe de retrouver, pour ceux qui connaissent Barcelone, donc Barcelone, c'est le plan Serra, c'est-à-dire toute cette grille, et puis qui est traversée par ce qu'on appelle la diagonale. Hein, et d'un côté, vous avez la mer, et de l'autre côté, nous nous retrouvons au bout de l'autre côté de diagonale, qui est pour nous, je dirais, un cadeau, parce que c'est un lieu incroyable. Mais en même temps, nous retissons le tissu du quartier lui-même, où vous voyez qu'il y a un ensemble de fonctions qui se croisent, qui s'additionnent, il y a des mouvements, il y a la rocade, il y a une université d'ailleurs juste à côté, il y a un hôpital, il y a des équipements de sport. Je pense que c'était important de dire ça. Alors on a ajouté ces deux photos-là aussi, pourquoi ? Justement, pour la question des réseaux. La question des réseaux. Regardez cette dame. Cette dame est au téléphone, assise à un bistrot. On peut imaginer que ça soit à Namur, par exemple. Elle est assise, elle a un smartphone dans une oreille, elle goûte un café, elle a les pieds sur terre et elle entend le bruit de la ville. Eh bien, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être le complément de Human 2.0. C'est-à-dire qu'à un certain moment, mais il faut hiérarchiser, pardon, hein, c'est important. Mais donc, pour moi, la hiérarchie, c'est d'abord d'avoir les pieds sur le sol. Une ville, par exemple, pour les étudiants qui vont visiter des villes, une ville, ça s'apprend par les semelles. C'est-à-dire qu'il faut marcher pour comprendre une ville. Et puis, l'œil précède toujours le pas. Donc, à un certain moment, il faut voir les choses. Ici, on a quelqu'un qui utilise ou qui profite de divers sens pour pouvoir, à un certain moment, apprécier l'endroit où elle est. Mais en même temps, elle est peut-être en conversation avec quelqu'un qui est à 10 000 km. L'un n'empêche pas l'autre. La deuxième que je trouvais intéressante, c'est que on commande, enfin certains commandent leur repas par smartphone ou par voilà. Et puis il y a quand même quelqu'un qui est à vélo avec un sac sur le dos qui pèse et qui lui parcourt d'un point A à un point B la ville en ayant le plaisir ou en tout cas la sensation de la géographie, de devoir monter des côtes, de devoir descendre, de devoir pousser, d'avoir mal aux genoux, voilà, et tout ça pour croiser ces réseaux. Et c'est important dans cette réflexion que nous comprenions que nous sommes toujours physiques. À un certain moment, nous sommes toujours physiques. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait quand même dommage. Mais on nous parle de tas de choses desquelles il faut faire attention. Quand je donne cours à mes étudiants, je leur dis faites attention parce qu'on parle de Blue City, on parle de River City, on parle de Mix City. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez dans l'image, au fond, à gauche, que quand on imagine des villes nouvelles, eh bien, comme par hasard, ce sont toujours des îles. Alors que nous devons imaginer tous ensemble, quelles que soient nos compétences, nous devons imaginer ces villes nouvelles au milieu de l'héritage que nous recevons. C'est hyper important. C'est hyper important. Je fais partie d'une génération
dont, je veux dire, on peut associer les difficultés. Les Flower Power de 1970, je pense que c'est eux qui ont démoli le plus la planète en 50 ans. Donc, si vous lisez le texte derrière, moi j'adhère complètement. Si jamais vous ne connaissez pas cette BD, moi qui ne suis absolument pas BD, je vous conseille de lire Les Vieux Fourneaux. C'est l'histoire de gens qui ont 70 ans, qui pensaient faire la révolution et tout, et qui à un certain moment se retrouvent devant leurs responsabilités. Une réflexion, c'est difficile. Je voulais montrer ça parce que ça, c'est le tableau noir de ma salle de cours quand je donne cours aux étudiants. Là, je viens de leur expliquer, on ne dirait pas comme ça, mais je viens de leur expliquer la problématique d'un quartier qui s'appelle la gare de l'Ouest à Bruxelles. Et vous voyez que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile et ça continue. Ouais, s'il y a des étudiants en archi dans la salle, ils doivent être bien contents de ne pas suivre mon cours, mais c'est pas facile alors que, et là je vais passer trop rapidement, mais si on regarde le parc de Bruxelles, par exemple, qui est celui que je connais le plus, on voit qu'une société s'installe sur son territoire par rapport à son organisation. Vous avez d'un côté le prince en bas, vous avez le peuple au-dessus avec le Parlement et avec, j'oublie, enfin il y a le Parlement et ah, encore un rang, vous pouvez encore avancer d'un rang. Et le Sénat, d'un côté vous avez toutes les ambassades qui garantissaient notre indépendance, en haut à gauche vous avez le fric, avec les banques, vous avez la culture, et puis derrière, l'église n'est jamais loin, le Kronenberg, pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour vérifier un peu si tout se passe bien. Et donc, ce sont des choses qui font qu'à un certain moment, toute cette réflexion se traduit aussi par ce que nous appelons l'acupuncture urbaine. Des éléments, je dirais, citoyens, qui semblent d'une faible dimension, mais qui, accumulés les uns aux autres, font finalement que la société change, et c'est important. Et cette acupuncture, elle peut aussi profiter des réseaux virtuels à un certain moment voilà. Et donc, vous voyez le même dessin, mais avec des éléments d'intervention, que ce soit des potagers urbains, que ce soit à un certain moment des maisons de quartier, que ce soit, et ils ont été élus hier bruxellois de l'année, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'activité, c'est tous les gens qui ont aidé les victimes du 22 mars. C'est important de savoir que, voilà. Et ça permet aussi de dire qu'on peut avoir aussi une intelligence collective avec la nature, je passerai, mais la nature est intelligente aussi, et il faut s'en préoccuper. Il faut s'en préoccuper, et je termine avec grand plaisir avec la photo de mes enfants. Parce que finalement, c'est eux qui m'apprennent. J'aurais pu terminer avec la photo de mes étudiants, parce que je trouve qu'en enseignant, on reçoit plus que ce qu'on nous donne. On a face à soi des gens de 20 ans qui vont bouffer le monde. Eh bien, je pense que c'est important que vous bouffiez le monde, mais que vous le bouffiez avec cette intelligence de l'interaction entre le réseau virtuel et le réseau réel, et de garder les pieds sur terre. Je vous remercie.